Écoulement, viscosité, équation de Navier-Stokes. On considère un fluide newtonien qui est caractérisé par une certaine viscosité qui induit des forces tangentielles à l'écoulement entre différentes couches d'eau et des volumes élémentaires. Et cette force élémentaire qui est entre deux couches est proportionnelle à la surface et est proportionnelle au gradient des vitesses selon x et le gradient selon la direction perpendiculaire, donc z ou y. Ce coefficient de viscosité dynamique, état, se mesure en kg par mètre par seconde ou en poids-œil. Il vaut pour l'eau 10-3, pour l'air 10-5 ou pour la glycérine 1,4 kg par mètre par seconde. On considère maintenant un écoulement incompressible avec un tube de courant de section S et deux sections qui sont séparées par X et qui sont aux abscisses X et X plus DX et qui sont aux ordonnées Y et Y plus DY. Si on somme sur ce volume élémentaire toutes les forces élémentaires qu'on va pouvoir trouver, on va faire intervenir des dérivés, en fait c'est la force en x plus dx moins la force df en x, et en faisant un développement limité à l'ordre 1, en cherchant des dérivées secondes par rapport à x, y et z, seules les composantes selon y ont un effet de cisaillement, et donc on va se retrouver avec une expression dans laquelle il y a seulement la dérivée seconde de la vitesse selon x par rapport à y, puisque la vitesse selon z ici est nulle et la vitesse selon y est nulle aussi. Donc df égale état d2v sur dy2 dy ds. On généralise en 3 dimensions puisque cette expression ici est un des termes qui composent un Laplacien, sauf qu'ici on a un Laplacien vecteur puisqu'on aura des coordonnées selon ux, uy, uz. On regroupe le terme ds, dy en un volume élémentaire qu'on appelle d taux, et donc df sur d taux égale état laplacien vecteur de la vitesse. En fait, on généralise en 3D et on fait apparaître une force volumique de viscosité qui induit un transport diffusif de quantité de mouvement. La couche du dessus entraîne celle de dessous. L'écriture sous forme de force, de densité volumique de force va permettre d'être homogène avec le gradient de la pression, qui est également une densité volumique de force et qui apparaît dans les équations précédentes. L'équation de Navier-Stokes est le principe fondamental de la dynamique appliqué à un fluide avec un fluide qui s'écoule avec viscosité. Alors on retrouve tout est divisé par d taux, c'est pour un volume élémentaire, et donc mu dv sur dt. On peut parfois trouver ici comme expression grand dv sur grand dt. C'est la dérivée totale. Quand on adopte un point de vue eulérien, c'est la dérivée par rapport à la vitesse, mais il faut aussi c'est la dérivée partielle par rapport à la vitesse, auquel on ajoute un terme de dérivée qui prend en compte le fait que la vitesse change dans l'espace. Donc on va avoir ici un V grade de V. En fait, le grade de V, il faut le comprendre comme un dV par rapport à dx, qu'il faut multiplier par un dx par rapport à dt pour être homogène à un dV sur dt. Une fois détaillée cette dérivée convective, eh bien on l'égale aux forces volumiques en présence, qui sont d'une part donc toutes des forces de poids, les forces de viscosité, donc Roger, les forces de viscosité avec état laplacien de V qu'on vient de voir, et les forces de pression moins grade de P. On peut également, selon les cas, devoir rajouter la force de Coriolis en écrivant moins 2 mu
oméga vectoriel v, ou les forces d'inertie d'entraînement qui s'écriraient moins mu l'accélération d'entraînement. Si état laplacien de v est négligeable, ça veut dire qu'on a un écoulement permanent et que les forces de pression compensent tout simplement le poids et qu'il n'y a aucune force de frottement visqueux. Dans ce cas, l'équation s'écrit mu dérivée totale de v par rapport à t égale 0, puisque dans ce cas-là, donc les forces de pression équilibrent le poids. C'est un transport diffusif. Enfin, si mu dv sur dt égale 0, alors on a p, la quantité de mouvement qui est une constante. On a ici un transport diffusif qui conserve la quantité de mouvement. Maintenant, si le terme de transport diffusif qui conserve la quantité de mouvement, il faut le comprendre comme en fait l'eau qui ne perd pas son énergie dans la direction où elle va, puisqu'elle n'est pas frottée sur les côtés. Donc, si l'eau a une direction Vx, elle tendra à garder cette direction Vx et l'écoulement se fera principalement dans cette direction sans perte d'énergie latéralement. Alors que quand le terme de viscosité est prépondérant, et bien là il y a une diffusion de la quantité de mouvement, c'est-à-dire que la couche qui va plus vite entraîne la couche qui va moins vite et donc lui concède une partie d'énergie, et donc cette quantité de mouvement diffuse latéralement. Dans ce cas, l'équation s'écrit dérivée partielle de v par rapport à t. On n'a pas de dérivée par rapport à l'espace, est égal à état sur nu laplacien vectoriel de v, et état sur mu, on verra tout à l'heure que état sur mu, c'est nu, le coefficient de viscosité cinématique est laplacien de v. Écoulement, nombre de Reynolds traîné. Alors, le nombre de Reynolds est un nombre sans dimension qui va permettre d'évaluer le caractère prépondérant entre les forces de pression qui vont faire un transport diffusif, donc les forces de pression qui vont faire un transport diffusif, et les forces de viscosité qui vont faire les forces de viscosité qui vont plutôt diffuser latéralement la quantité de mouvement. Donc en fait, on évalue le rapport du terme de dérivée convective sur le terme qui mesure les frottements dus à l'écoulement. Alors mu v grade de v en ordre de grandeur, c'est mu multiplié par la vitesse multiplié par le gradient de v, c'est toujours la vitesse divisé par la taille caractéristique perpendiculaire à l'écoulement, par exemple le diamètre du tuyau. En dessous, le état laplacien de v s'écrirait état v divisé par cette longueur caractéristique au carré. Donc le nombre de Reynolds s'écrit mu VL sur état, et on peut définir nu comme étant état sur mu, et du coup le nombre de Reynolds se calcule en faisant tout simplement la vitesse fois l'échelle spatiale caractéristique divisé par nu, coefficient de viscosité cinématique qui se mesure en mètres carrés par seconde. Alors il est homogène à un coefficient de diffusion, et on peut voir un coefficient de diffusion qui se calculera en faisant une longueur caractéristique multipliée par une vitesse caractéristique. Et c'est ce qu'on retrouve ici. On peut, pour l'eau, on peut trouver les valeurs suivantes en faisant simplement le état qu'on a vu tout à l'heure divisé par la masse volumique. On trouve 10-6 pour l'eau, 10-5 pour l'air et 10-3 pour la glycérine. On a des valeurs qui sont beaucoup moins différentes les unes des autres du fait qu'on prend en compte la masse volumique qui restreint les différences de comportement.
si ce nombre de Reynolds est très grand devant 1, ça veut dire que le transport convectif est prépondérant. Ce terme-là est prépondérant et donc c'est les frottements visqueux qui sont minoritaires. Alors que si le nombre de Reynolds est très petit devant 1, c'est le transport diffusif, donc la diffusion latérale de quantité de mouvement qui est prépondérante. On peut calculer un coefficient de traînée aérodynamique en régime laminaire. Quand il y a peu de turbulence, le nombre de Reynolds est très petit devant 1. Et on peut reprendre l'équation et dire que la force de traînée va être proportionnelle à la surface, à état la viscosité dynamique multipliée par le gradient de V par rapport à Z. S a pour grandeur caractéristique, la grandeur caractéristique au carré, c'est l'ordre de grandeur de S. On retrouve le état. L'ordre de grandeur d'un dV sur dz, ça sera un V infini sur L. Et une fois qu'on simplifie tout ça, on voit qu'on a un terme en état L V infini. On y rajoute, en faisant les calculs plus détaillés, un facteur 6π et le coefficient de traînée pour un régime laminaire, c'est 6π état RV. Et c'est la formule de Stokes. Pour un écoulement turbulent, avec un nombre de Reynolds supérieur à 1000, alors on a la force qui est la surface multipliée par la pression, et l'ordre de grandeur de la pression, c'est 1/2 de ρ V infini carré. Puisque la vitesse est ici grande, dans le terme de l'équation de Bernoulli, c'est ce terme-là qui est le plus important. Alors, finalement, la force est proportionnelle, et le coefficient de proportionnalité, c'est un coefficient de traînée, enfin un coefficient sans dimension, qui dépend de la forme géométrique de l'objet, et on va retrouver sa masse volumique, pi r carré, qui est l'ordre de grandeur de la section de l'objet, multiplié par v carré, et on a ici un écoulement, une force proportionnelle au carré de l'écoulement qui caractérise les régimes turbulents. Alors quand on a un gaz qui va vite, on va être dans ce cas-là le plus souvent. L'écoulement parfait est caractérisé par une absence de viscosité et une évolution isentropique des particules, c'est-à-dire qu'elles ne chauffent pas, elles n'échangent pas de chaleur avec l'extérieur, et on peut ainsi faire des bilans d'énergie. Les conditions limites vont être différentes selon qu'on considère un fluide parfait ou réel. Pour un fluide réel, il existe une couche limite, et dans cette couche limite de taille caractéristique delta, eh bien, on a une vitesse qui va varier de 0 en contact avec la surface, autrement dit les molécules d'eau collent à la paroi, à une vitesse courante qui s'établit. Voilà. Dans un fluide parfait, on va simplement considérer Vz qui est nul, c'est-à-dire que l'eau ne peut pas passer à travers la paroi, et bien sûr c'est le cas aussi pour un fluide réel. Simplement, on considère aucun frottement, donc la vitesse est horizontale et maximale et constante dans tout le tube de fluide. Cette taille caractéristique de l'écoulement fluide peut s'évaluer en faisant tout simplement la longueur divisée par le nombre de Reynolds, en prenant des ordres de grandeur dans les formules précédentes. Le coefficient Cx va dépendre du logarithme du nombre de Reynolds. On voit qu'il va être constant pour des grandes valeurs, donc pour un régime turbulent, cette valeur-là va être constante, alors qu'on a ici une grandeur les grandeurs en log montrent que le Cx diminue tout d'abord avant de se stabiliser. Écoulement parfait, équation d'Euler. Alors c'est le cas particulier de l'équation de Navier-Stokes pour lequel on considère qu'il n'y a pas de viscosité, c'est-à-dire que le fluide est considéré parfait et incompressible. Dans ce cas, l'équation s'écrit mu dv sur dt égale mu d rond v à d rond t plus v grade de v, donc la dérivée convective, est égale à moins gradient de la pression
plus l'ensemble des forces volumiques, dF sur des taux, moins 2 mu oméga scalaire V pour les forces de Coriolis et moins mu AE pour les forces dues à l'accélération d'entraînement. Donc mu dV sur dt égale mu dV sur dt plus, alors une autre forme est de remplacer cette expression par grade de V2 sur 2 plus rotationnel de V vectoriel V. Une formule issue d'une transformation mathématique des opérateurs. Égale moins grade de P plus mu G quand on n'a pas de force de Coriolis ni de force d'accélération d'entraînement. Bernoulli fait une hypothèse simplificatrice. Si l'écoulement est stationnaire et irrotationnel, à ce moment-là, cette équation va pouvoir se simplifier en supprimant tout d'abord le terme de dérivée partielle par rapport au temps et le terme rotationnel V vectoriel V, parce que le rotationnel de V est nul quand l'écoulement est irrotationnel. On se retrouve donc avec mu grade de V2 sur 2 qui est égal à moins grade de P moins grade de mu Gz. On regroupe tout sous un opérateur gradient. On écrit gradient de mu V2 sur 2 plus P plus mu Gz égale 0. C'est la relation de Bernoulli qui a été écrite en 1738. Mu V2 sur 2 plus P plus mu Gz égale constante. Dans le cas d'un écoulement tourbillonnaire et stationnaire, la relation n'est valable que le long d'une ligne de courant. C'est pour qu'on puisse... dans le cas d'un écoulement tourbillonnaire, si le rotationnel n'est pas nul. À ce moment-là, ça reste valable, mais uniquement le long de la ligne de courant. On peut, avec cette équation, calculer la variation de pression due à l'effet Venturi. Quand on a une section qui se rétrécit, la vitesse du gaz augmente, alors sa pression diminue, et la variation de pression est égale à 1/2 de ρ V1 carré sur S1 sur S2 carré moins 1. Si on a un écoulement qui arrive par exemple ici dans une canalisation avec une vitesse V1 et qui repart ici avec une vitesse V2, on peut avoir une approche pour analyser le système, soit une approche avec un système ouvert, c'est-à-dire qu'on fixe les frontières et dans ces frontières passe un certain volume chaque seconde, soit on peut décider de suivre un système fermé qui se déforme au cours du temps. Dans ce cas, la variation de dp, oui, c'est la variation de quantité de mouvement du système fermé, ici. C'est la variation de quantité de mouvement du système ouvert, c'est-à-dire de tout ce qu'on a ici, plus la variation de quantité de mouvement de ce qu'on a gagné ici, moins la variation de la quantité de mouvement qu'on a perdu ici. Ça nous permet d'écrire que la variation de masse, alors oui, si on divise tout ça par dt, parce que, alors là, il manque le sur dt, voilà. Si on divise par dt, on va se retrouver, c'est cette force ici qui est pas juste, on va se retrouver avec une quantité de mouvement divisée par un temps, ce qui est homogène à une force, et donc le delta m2 moins delta m1, c'est la masse, c'est la masse qui a été gagnée ou perdue, mais en fait c'est la même, puisque d'après l'équation de continuité, c'est la même masse qui a été récupérée ici que celle qui a été perdue ici. Et donc dm V2 moins V1 est égal à F, une pseudo-force de poussée. On pourrait également faire un bilan d'énergie en disant que la variation d'énergie cinétique sur ce système fermé, c'est les pressions intérieures plus la puissance des forces internes plus la puissance des forces externes,
Or, dans un écoulement parfait, la puissance des forces internes est égale à 0, il n'y a pas de dissipation d'énergie par les frottements. Ce qui ne serait pas le cas si on a un écoulement caractérisé par des frottements et un écoulement visqueux qui serait source de perte d'énergie et d'augmentation de la chaleur du liquide. La tension superficielle est une force qui va se manifester à la surface des liquides et qui est proportionnelle à une longueur et à un coefficient gamma qui va être le coefficient de tension superficielle. Donc, ce gamma s'exprime en newton par mètre et il vaut pour l'interface entre l'eau et l'air 73-10-3 newton par mètre. Ça pourrait s'interpréter comme le coefficient qui lie la force qu'il faudrait pour séparer de l'eau, faire une cicatrice dans l'eau, et cette force est liée à l'attraction des molécules d'eau entre elles. Alors on peut faire une mesure en laboratoire de ce coefficient de tension superficielle en prenant un petit anneau, un fil de fer qu'on va faire tremper dans un liquide et tout ça trempant dans une balance, et quand on remonte le fil de fer, il va entraîner avec lui un petit film d'eau et il y a des tensions superficielles à la surface de part et d'autre qui vont équilibrer le poids. Donc la balance, tout va se passer comme si la balance perdait de la masse. Elle n'a pas perdu de la masse, mais simplement il y a ces forces de tension superficielle qui tirent vers le haut. Et la variation de masse multipliée par G correspondra à cette force qui est 2 fois, parce qu'il y a 2 forces, une de chaque côté, gamma fois la longueur du film solide. On peut comprendre aussi cette formule en disant qu'il faut évaluer un travail qui est égal à cette force fois delta Z, hein, puisque cette force de tension existe depuis là jusque là. Donc ce travail, c'est F delta Z qui est 2 gamma L delta Z, c'est-à-dire on peut se ramener finalement à une énergie potentielle élastique qui serait due à cette tension superficielle à la surface de l'eau, qui est proportionnelle à la surface du film plastique en contact avec l'air. Et donc avec delta S qui est égal à 2L delta Z. Et voilà une autre interprétation de gamma, puisque gamma est ici un rapport d'une énergie sur une surface. Donc gamma peut s'exprimer en joules par mètre carré ou en newton par mètre. La surface libre est donc le siège de tension superficielle qui tendent à minimiser la surface du fluide. Un agent tensioactif comme un savon diminue cette valeur de gamma. La loi de Laplace permet de lier la courbure d'une goutte avec la variation de pression qu'il y a à sa surface. Alors les forces de tension superficielle existent toujours même s'il n'y a pas de courbure. Par contre, on va avoir une variation de pression, entre la pression interne et la pression externe, parce que ces forces de tension vont ici effectuer un travail. Alors, ce travail, c'est tout simplement moins P0. Alors, le P0, c'est l'extérieur. La pression extérieure va faire un travail de 4πr2dr. 4πr2dr multiplié par P0. À l'intérieur, l'eau est à une certaine pression et le travail interne s'exprime comme PI 4πr2dr. La variation de travail entre les deux, c'est PI moins P0 4πr2dr. Et ce travail des forces peut aussi, comme on l'a vu avec la formule ici, se comprendre comme le travail dû à cette tension superficielle de l'eau qui opère sur un gain ou une perte de surface ds. Or, la surface s'exprime en fonction du rayon, c'est 4πr2. Donc, un petit élément de surface
ds vaut 2r 4πr dr, enfin 2 fois 4πr dr, donc 8πr dr, ce qui fait que la variation de pression qu'on reprend ici, quand on passe ce terme de l'autre côté et qu'on simplifie tout, on a la variation de pression qui vaut 2 gamma sur R. Donc la surpression dans la goutte est proportionnelle à l'inverse du rayon. Dans les bulles, on ferait le même calcul, mais il y a deux surfaces à prendre en compte, deux interfaces, ce qui doublerait la variation de pression. Et on aurait à la place de 2 gamma sur R, 4 gamma sur R. Une goutte d'eau va s'équilibrer et va former une pente quand elle est en contact, quand elle est posée sur un solide en contact avec de la vapeur et qu'on a la goutte liquide au milieu. On a des forces de tension superficielle qui se manifestent à la surface du liquide en contact avec la vapeur, c'est un gamma VL. On a des forces de tension superficielle gamma LS entre le liquide et le solide et gamma VS entre la vapeur et le solide. Le cosinus de cet angle ici va être égal à tout d'abord la différence des gammas horizontaux, donc gamma L moins gamma SV, divisé par le gamma VL. Ça va nous donner l'angle. Alors, cosinus. Oui, puisque donc si on prend gamma VL qu'on projetterait avec le cosinus, on va retrouver la composante horizontale qui doit équilibrer les deux forces qui sont ici opposées. Cette formule nous permet de mesurer ou d'évaluer les gammas en voyant l'angle que forme la goutte avec la surface solide. La loi de Jurin permet de calculer ou d'évaluer la hauteur d'eau, la hauteur de remontée capillaire de l'eau dans un tube de rayon R. Alors les forces de tension superficielle qui opèrent ici avec un angle θ ces forces vont retenir en hauteur cette petite colonne d'eau et donc vont s'opposer au poids de cette petite colonne d'eau, et le poids de cette colonne d'eau, c'est pi R2H rho G. Les forces de tension superficielle, c'est 2πr, c'est-à-dire le périmètre ici de notre petit tube, multiplié par gamma cos θ. Θ étant l'angle formé par le ménisque. Et la hauteur de remontée capillaire, c'est 2 gamma cos θ R rho G.